Nous abordons la deuxième partie de l'histoire de la découverte des éléments chimiques. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous renvoie bien sûr à la vidéo que j'ai réalisée. Alors au début du 19e siècle, 55 éléments chimiques sont connus, du mercure au magnésium, en passant par l'iode et le phosphore. Mais les scientifiques ignorent combien il existe d'éléments au total, et même s'il en existe un nombre fini. Ils se demandent également comment les éléments s'organisent entre eux. Les réponses à ces questions vont s'avérer être un véritable casse-tête. Nous sommes en 1808, en Angleterre. John Dalton remarque que le sel de table ordinaire, ce qu'on appelle aujourd'hui du chlorure de sodium, est toujours composé des mêmes proportions de sodium et de chlorure. Peu importe d'où provient le sel, le rapport de masse entre les deux constituants est constant. Autrement dit, les éléments chimiques se combinent toujours dans les mêmes proportions. Pour Dalton, cela signifie que chaque élément est composé de ses propres particules identiques, uniques et indivisibles, les atomes. Dalton émet l'hypothèse qu'il y a autant d'atomes différents que d'éléments chimiques, et que les atomes de chaque élément ont un poids distinct, ce qu'on appelle aujourd'hui un poids atomique. Aujourd'hui, nous savons que chaque élément, qu'il s'agisse d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz, possède une masse atomique qui lui est propre. C'est ce que je vous ai déjà raconté dans une vidéo précédente. Mais en ce début du 19e siècle, c'est une idée révolutionnaire. En 1808, Dalton jette les bases de la théorie atomique plus d'un siècle avant qu'on arrive à prouver l'existence de l'atome. À l'époque, l'hypothèse selon laquelle les éléments ont des poids atomiques différents est rejetée par de nombreux scientifiques. Mais un homme pourtant poursuit dans cette voie. C'est le chimiste suédois John Jacob Berzelius. Berzelius se lance dans un travail de titan. Il décide de mesurer précisément le poids atomique de chacun des éléments. Pour cela, il s'astreint à analyser consciencieusement plus de 2000 composés chimiques. Il les pèse, les mesure, les étudie dans les moindres détails, jusqu'à ce qu'il parvienne à mesurer la masse atomique de 45 éléments. Mais au moment où il publie ses résultats, d'autres chercheurs ont également étudié le poids des éléments chimiques, sans pour autant conclure à l'existence des atomes. S'engage alors une controverse, comme c'est souvent le cas en science, avant d'aboutir à un consensus. Le chimiste allemand Dobreiner travaille lui aussi sur la classification des éléments. Pour lui, la solution n'est pas à chercher du côté de la masse des atomes, mais du côté des propriétés chimiques de chaque élément. Dobreiner remarque que les éléments avec des propriétés chimiques voisines se regroupent par trois. Il appelle ça une triade. Prenons l'exemple des métaux alcalins. Le plus léger, c'est le lithium. Quand on le plonge dans l'eau, il fait des bulles car il dégage de l'hydrogène et produit une couleur violacée. La réaction est très exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage beaucoup de chaleur et le métal fond. Le second métal de la triade, c'est le sodium. Quand on le plonge dans l'eau, il fait des étincelles oranges de la même couleur que l'éclairage public avec ses ampoules au sodium. Le troisième de la série, c'est le potassium. Au contact de l'eau, il produit une réaction très violente et une flamme violette. Ces trois éléments produisent les mêmes réactions d'effervescence qui conduisent à la production d'hydrogène. Avec le lithium, la réaction est modérée. Avec le sodium, elle est plus vive. Et avec le potassium, elle est très violente. Dobreiner se dit que ces éléments doivent appartenir à la même famille, puisqu'ils ont des réactions analogues. Il tient là l'ébauche d'une classification. Mais elle ne fonctionne pas pour tous les éléments. Comme pour le classement par masse atomique, elle a ses limites. Poursuivant sur la piste de Dalton et de Berzelius, l'Italien Stanislas Cannizzaro est persuadé que la clé pour comprendre la classification des éléments réside pourtant dans la masse atomique. Cannizzaro a mis au point une méthode de calcul fiable pour la mesurer. Il sait que les volumes de gaz égaux contiennent un nombre égal de molécules. Alors, au lieu de travailler sur les solides et des liquides,
il a l'idée d'analyser la densité des gaz pour déterminer le poids atomique des éléments. Lorsqu'il fait part de ses conclusions, sa méthode plus rigoureuse que celle de Berzelius lui permet de gagner l'approbation de ses confrères. Les chimistes ont enfin un moyen fiable de calculer le poids atomique des éléments. Mais les chercheurs ne tardent pas à voir que même classés par valeur de poids, certains éléments semblent inclassables. Le problème semble vraiment insoluble. En 1860, une nouvelle méthode pour détecter des éléments voit le jour grâce aux chimistes allemands Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen. Bunsen avait remarqué que quand des éléments se consument dans une flamme, des couleurs apparaissent. Le cuivre donne une couleur verte, le strontium une couleur rouge et le potassium une flamme violette. Bunsen se demande si chaque élément dégage une couleur unique. Il étudie la question avec Kirchhoff, un spécialiste de la spectroscopie, c'est-à-dire de la décomposition de la lumière à l'aide d'un prisme, chose que nous avons déjà abordée dans une vidéo précédente. Bunsen et Kirchhoff conjuguent leurs efforts pour analyser les spectres de différents éléments chimiques. En brûlant le sodium, on voit apparaître deux raies jaunes qui correspondent exclusivement au spectre du sodium. Autrement dit, chaque élément chimique possède sa propre signature dans le spectre de la lumière, sous la forme d'un code barre, comme sur mon t-shirt. Grâce à cette technique, Bunsen et Kirchhoff découvrent deux nouveaux éléments, le césium, de couleur or argenté, et le rubidium, qui doit son nom aux couleurs rouges des raies de son spectre. En 1863, en Angleterre, John Newland fait une découverte étonnante. Il remarque que, quand des éléments étaient classés par ordre de masse, certaines propriétés se répètent au bout de 8 éléments. Prenons 8 éléments disposés par ordre de masse atomique. Le premier, le chlore, est un gaz de couleur jaune-vert extrêmement toxique. Ensuite, on trouve le potassium, qui n'a aucune odeur. Les 5 éléments suivants, le calcium, le gallium, le germanium, l'arsenic et le sélénium, ne dégagent pas d'odeur. On arrive au 8e élément, le brome, qui est lui aussi un gaz, qui ressemble au chlore, mais de couleur rouge et extrêmement toxique. Comme le chlore, il dégage une forte odeur. Newland appelle ça la loi des octaves. Il expose fièrement son hypothèse à la communauté des chimistes en 1866. Mais son analogie avec la musique est loin de faire l'unanimité. Mais Newland ne tient-il pas là une piste avec cette curieuse loi des octaves? Pourquoi chaque élément réagit comme le 8e après lui dans la classification? Ce que les chimistes ne savent pas encore, c'est qu'en prenant en compte à la fois la classification par masse des éléments et en même temps leurs propriétés chimiques, Newland est sur la bonne piste. Aujourd'hui, la loi des octaves est reconnue comme la périodicité des éléments, d'où le nom de tableau périodique qu'on donne à la classification chimique des éléments. En 1869, cela fait 10 ans que le chimiste russe Dmitri Mendeleïev essaye d'agencer les éléments de façon logique. Mais à chaque nouvelle tentative de classification, il y a toujours des éléments récalcitrants. Classer les éléments chimiques d'une façon logique semble pour l'instant impossible. Jusque-là, les chimistes avaient regroupé les éléments selon deux critères distincts, soit par leurs propriétés, comme ceux qui réagissent fortement à l'eau, soit par leur masse atomique. Mendeleïev va comprendre qu'il faut réunir ces deux critères pour obtenir la classification des éléments. La première ébauche du tableau périodique que nous connaissons aujourd'hui date du 17 février 1869. Il a fallu près de 2 ans à Mendeleïev pour trouver la forme actuelle. Car pour que son tableau fonctionne, il doit faire quelque chose d'extraordinaire. Laisser des espaces vides pour des éléments encore inconnus. En effet, en 1869, à peine plus de la moitié des éléments que nous connaissons aujourd'hui sont découverts. Le chimiste mène donc sa réflexion à partir d'un nombre incomplet d'éléments. Les points d'interrogation sont donc les blancs laissés par Mendeleïev. Là où ça ne collait pas, il a laissé des blancs
pour des éléments qui restaient encore à découvrir. Voici le tableau périodique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les éléments sont classés en fonction de leur poids atomique et de leurs propriétés chimiques. Nous verrons dans une prochaine vidéo pourquoi il a cette forme ainsi que les relations qui existent entre chacun des éléments. Pour que le classement de Mendeleïev soit accepté par la communauté scientifique, il faut donc découvrir les éléments manquants et vérifier qu'ils correspondent bien aux caractéristiques que leur attribue la classification du chimiste russe. Autrement dit, il faut confirmer le caractère prédictif de l'hypothèse de Mendeleïev. En 1878, un chimiste français, Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran, identifie au spectroscope un nouvel élément qu'il appelle le gallium. Mendeleïev avait décrit en détail cet élément inconnu situé après l'aluminium. D'après sa classification, ce serait un métal argenté avec un poids atomique de 68. Et c'est exactement ce que découvre Lecoq de Boisbaudran. La découverte de nouveaux éléments chimiques, conformément aux prédictions de Mendeleïev, a confirmé que la classification fonctionne. Mais si les scientifiques ont réussi à comprendre dans quel ordre s'organisent les éléments chimiques, des questions restent sans réponse. Combien existe-t-il au total d'éléments? Y en a-t-il un nombre fini ou infini? Par ailleurs, les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi certains éléments chimiques ont des réactions rapides et d'autres réagissent plus lentement. Pourquoi certains sont inertes et d'autres volatiles? Il faudra attendre encore 40 ans avant qu'une autre science apporte une réponse, la physique. Grâce à elle, on comprendra la structure de l'atome et ses incroyables propriétés.